5, 4, 3, 2, 1, 0. Velocity is cut by 800 feet a second, working more directly against gravity than science. Reaching over 23,000 miles an hour, it carries to nearly 80,000 miles, 30 times as far as ever before. Alors, si nous allons à New York City, c'est que nous nous connectons par téléphone avec Célia. Célia, est-ce que vous êtes là? Oui, c'est bon. Je suis là. Est-ce que vous nous entendez? Oui, et vous? Super, parfaitement. Alors, vous êtes docteur en psychologie, diplômé de Paris 5. Vous avez beaucoup travaillé dans l'univers du jeu vidéo, puisque vous avez travaillé pour Ubisoft Paris, Ubisoft Canada, LucasArts, Epic Games. Ça fait un sacré CV quand même. Et on l'a vu dans votre présentation, vous avez participé à la création du jeu Fortnite, un petit jeu, on ne connaît pas très bien. Et donc là, vous allez nous expliquer comment on peut penser en fait un jeu vidéo en fonction de notre cerveau. C'est ça qui est intéressant. Je vous laisse la parole, Célia. Super. Ben déjà, merci de m'accueillir, même si je ne peux pas être parmi vous. C'est quand même toujours agréable d'être en France, même à distance. Donc, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je vais vous parler un petit peu de Fortnite. Et tout ce que je vais vous dire, c'est applicable pour tout dans la vie, pas juste pour les jeux vidéo. Donc, on va commencer. D'abord, on va prendre la slide suivante. Ce que je vais vous expliquer, c'est un petit peu comment le cerveau fonctionne et comment est-ce qu'on va changer des interfaces en fonction de ça et des systèmes et des services. Donc, quand on apprend ou quand on perçoit un environnement, on part toujours d'une perception, on part d'un input, on n'apprend pas dans le vide. Donc, on a la perception, ensuite, on va traiter l'information et ce qui va se passer, c'est que si on apprend quelque chose de nouveau, ça va changer quelque chose dans notre mémoire physiquement. Ça va vraiment changer, créer de nouvelles connexions synaptiques. Donc, les synapses, ce sont les connexions entre les neurones. Donc, ça va changer quelque chose dans notre mémoire physiquement. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu peur de ça et qui vont dire les jeux vidéo, ça reconnecte le cerveau. Alors oui, c'est vrai, mais n'importe quoi ce que vous faites dans la vie va reconnecter votre cerveau parce que le cerveau n'a pas des connexions prédéfinies au départ. C'est parce qu'on apprend comment on interagit avec l'environnement que ces connexions vont se modifier. Donc, jouer à un jeu vidéo, lire un livre, parler avec des amis. Là, maintenant, vous m'écoutez, c'est en train de changer les connexions dans votre cerveau et c'est tout à fait normal. Bien sûr, dans ce traitement de l'information, il y a plein de choses qui vont intervenir, il y a plein de facteurs qui vont influencer la qualité du traitement de l'information, la qualité de l'apprentissage. Il y a des facteurs biologiques, des facteurs physiologiques. Si vous êtes un petit peu fatigué, là, c'est la fin de la journée pour vous. Si vous avez un petit peu trop mangé à midi, c'est un peu plus compliqué d'apprendre. Mais je vais me focaliser sur l'attention, qui est un des facteurs les plus importants. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour chacun de ces éléments, la perception, la mémoire et l'attention, je vais vous donner la limitation principale que nous avons et comment on aborde ça dans le jeu vidéo. Je vais vous donner un exemple. Juste gardez en tête que ce schéma-là est très, très simplifié. Le cerveau ne fonctionne pas de façon aussi simple. On n'a pas des différentes catégories comme ça qui sont indépendantes et c'est même pas un traitement qui est forcément sériel et c'est pas vraiment un traitement de l'information. On utilise des termes qui viennent des ordinateurs comme traitement, process, ce genre de stockage, mais le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. Donc c'est vraiment juste une métaphore qu'on utilise pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Donc ensuite, je vais vous montrer une image. Vous allez me dire, j'espère que je vais vous entendre, qu'est-ce que vous percevez dans cette image? Alors, des personnages, on me dit. Des personnages, c'est pas mal.
Il n'y a rien d'autre qui vous vienne pardon. Street Fighter, ça a été trouvé dans la salle. Pas mal. Bravo. On voit qu'il y a des joueurs. C'est effectivement une représentation artistique des caractères de Street Fighter, qui est un jeu vidéo. Et donc, ça, c'est pour vous montrer que la perception est subjective. C'est-à-dire que quand vous voyez un input, vous allez percevoir cet input différemment en fonction de votre connaissance, en fonction par rapport avec ce jeu vidéo en particulier, est-ce que vous avez joué à ce jeu vidéo ou pas, et même si vous êtes game developer ou gamer, peut-être que vous n'avez pas joué suffisamment, ça ne vous a rien dit, et puis d'autres personnes ne vont pas forcément comprendre qu'est-ce que c'est que ça, je ne comprends pas, ou c'est des personnages, effectivement. Et si vous êtes daltonien, ce qui est le cas d'à peu près 8% de la population masculine, là, vous me détestez parce que vous êtes laissé pour compte dans cet exemple. C'est aussi une façon pour moi de rappeler qu'on ne donne des informations basées sur les couleurs seulement, pour prendre en compte les différentes perceptions. Donc, la perception est subjective. Nous ne percevons pas tous les éléments de la même façon. Ça va dépendre de plein de choses, de où on vient, de nos attentes, de notre culture, etc. Donc ça, c'est un petit peu problématique dans un jeu vidéo parce qu'on a énormément d'inputs qu'on veut que les joueurs perçoivent de façon appropriée. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est le cas ? Maintenant qu'on fait des tests, on demande aux gens, aux joueurs, de jouer au jeu, puis ensuite on leur demande, voilà, c'est quoi ça, c'est quoi ci, pour vérifier que ce que les joueurs perçoivent, c'est vraiment bien ce qu'on avait prévu. Donc je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous percevez dans cette icône, qui était une icône qu'on a utilisée pour Fortnite très très tôt? Le piège. Bravo! Donc, on peut montrer comment ça se fait. Donc là, c'est effectivement l'icône des pièges, des traps, comme on dit en anglais, qui était utilisée dans le menu principal. Donc, évidemment, tout ça, c'était ce qu'on appelle du placeholder. C'est-à-dire que c'était pas artistiquement fini, hein, mais c'est juste des fonctionnalités qu'on testait. Le problème, c'est qu'on avait beaucoup de joueurs qui ne percevaient pas cette icône comme étant les pièges alors qu'ils venaient de jouer à Fortnite. Certains pensaient que c'était les munitions ou certains pensaient que c'était pour construire. Ça ressemblait à une construction. Or, on ne veut pas que cette icône soit mal comprise. Les pièges dans Fortnite, c'est quand même très très important. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de confusion possible avec cette icône. Donc, c'est pour ça qu'on a changé cette icône en un piège à loup. Il n'y a pas de piège à loup dans Fortnite, mais à partir du moment où on a changé cette icône, et maintenant c'est une stéréotypie qui représente les pièges, plus aucune personne, quand on testait le jeu, ne faisait la confusion avec cette icône. Donc on teste tous les inputs, alors là je prends l'exemple des icônes, hein, mais ça peut être les personnages, comment les gens vont interpréter les personnages, ça peut être les environnements, etc. etc. Donc on teste tout ça pour s'assurer que ça fonctionne bien. Maintenant, je vais vous poser une question, si on peut changer la slide juste une fois. Voilà, vous allez visualiser le penseur de Rodin, donc a priori tout le monde connaît, encore plus en France. Essayez de vous rappeler sur quels sont les bras, singulier au pluriel, qui se reposent sur quelles jambes, singulier au pluriel, du penseur. La réponse? Droit. Alors, pour le bras, je suppose. Hein, bras droit, jambe droite? Alors, regardons la réponse en image. Eh bien non, ouais. Il a les deux bras sur la jambe gauche. Donc ça, c'est pour vous illustrer à quel point notre mémoire est faillible. On n'a pas quand on retraite l'information, on ne prend pas des photos comme ça qu'on va stocker quelque part. Et quand on doit se rappeler de ça, on ne va pas ressortir la photo et dire « Ah ben voilà, c'est ça à quoi ressemble le penseur de Rodin ». La perception est une construction du cerveau, la mémoire est une reconstruction. Et dans cette reconstruction, on va perdre des informations. Ça va être approximatif. Donc, on ne se rappelle pas des informations de façon précise. On perd toujours de l'information.
notre mémoire est faillible. Et ça, c'est aussi un problème, parce que quand on développe un jeu ou n'importe quel système ou service, en général, on veut que les gens reviennent. Et quand les gens reviennent, s'ils ont oublié énormément d'informations, ou si les informations dont ces personnes se souviennent n'est pas précise, ça va être très problématique. Donc, ce qu'on fait dans les jeux vidéo, on s'assure qu'on va donner des informations tout le temps sur l'écran. Donc, on va réduire la charge mnésique en laissant des informations sur ce qu'on appelle le HUD. Donc, c'est l'affichage tête haute. Donc, c'est tout ce qu'il y a sur l'écran. Comme ça évite aux gens d'avoir à se rappeler. Par exemple, si on s'approche d'un coffre, à chaque fois dans Fortnite, vous avez une icône qui s'affiche, qui vous explique sur quel bouton appuyer pour ouvrir le coffre. Et si vous voulez construire un fusil, par exemple, comme celui-ci, on va vous permettre d'épingler la recette sur l'écran. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de tous les ingrédients dont vous avez besoin. Ça va vous permettre de rester focalisé sur vos objectifs et de ne pas avoir à retenir des informations dont on se fiche dans ce cas-là. Donc, notre mémoire est faillible et on s'arrange pour éviter ce genre de choses dans les jeux. Maintenant, on va faire un dernier petit jeu. Je vais vous montrer des cartes. Ça va aller assez vite. Et vous allez choisir une carte et mémoriser cette carte. Ok, vous êtes bon? Alors, choisissez, mémorisez-la. C'est bon. C'est bon. Allez, il faut faire disparaître les cartes. Maintenant, voilà. Je parie que je peux deviner quelle carte vous avez choisie et la faire disparaître. Alors, allons-y. Magie. Magie! Ouais, t'as écrit, c'est encore ici. Alors, j'espère que vous êtes très impressionnés. En tout cas, pour moi, ça a marché. Moi, ça a marché aussi. Qui dans la salle, ça a marché? Ah ouais, grande majorité. Bien. Alors, ce qui se passe dans cet exemple, si on peut avancer un tout petit peu, j'ai évidemment changé toutes les cartes. Donc, il y a du texte qui devrait s'afficher. Si ouais, c'est bon, on l'a eu. C'était un piège. C'était un piège. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en magie, en anglais, on appelle ça misdirection. Donc, on redirige l'attention. C'est comme ça que les magiciens font leur tour de passe-passe. Les magiciens ont une très bonne connaissance des limitations de notre cerveau en termes de perception, d'attention et de mémoire. Et on est très mauvais en attention. Et en psychologie, on appelle ça change blindness. Donc, c'est la cécité au changement. Donc, ce n'est pas parce qu'il va y avoir quelque chose qui va changer dans votre environnement que vous allez forcément faire attention à ça et le percevoir. On est très mauvais en multitâche, mais par contre, on pense qu'on est bon. C'est ça le problème avec les limitations du cerveau. On a une cécité, à notre propre cécité. On ne se rend pas compte de tous les biais que l'on a. Donc là, c'est pareil, dans les jeux vidéo, on s'assure qu'il ne va pas y avoir trop de choses qui vont arriver en même temps. On va s'assurer qu'on ne va pas mettre le joueur dans une situation de multitâche, encore plus quand on essaie de leur apprendre quelque chose, des nouvelles mécaniques, etc. Donc, on s'assure de réduire la charge cognitive par rapport à l'attention. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'on a énormément de limitations dans notre cerveau et que quand on design, on prend en compte ces éléments pour éviter les frictions qui ne sont pas par design. Alors, dans un jeu vidéo, on a des frictions qui sont par design. On challenge les joueurs, on peut challenger les joueurs sur leur attention. Il y a des jeux qui nous challengent sur notre mémoire. Donc ça, c'est pas un souci. Et même des jeux qui nous challengent sur la perception. On a un jeu qui s'appelle Monument Valley qui est basé sur l'univers de MC Escher qui challenge les gens sur la perception. Donc évidemment, on va challenger les gens sur certains éléments, mais pour tout ce qui n'est pas dans le design, on va retirer les frictions, on va essayer d'anticiper quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'il peut y avoir des mauvaises communications, des confusions, pour que les joueurs puissent s'amuser et ne soient pas confus. Donc, je ne sais pas si vous voyez, moi, je ne vois pas bien la slide. Non, alors c'était celle d'avant, on peut revenir sur celle d'avant. Donc on a des biais, je veux dire, on a des limitations du cerveau vraiment de base, perception, attention, mémoire. Et ça, c'est une représentation graphique de tous les biais cognitifs et sociaux inconscients que nous avons. Alors, l'idée, ce n'est pas de tous les regarder, mais de garder en tête
qu'on a énormément de biais, que ça peut nous pourrir la vie, ça peut nous pourrir la société. Si vous discutez sur Twitter, parfois vous vous énervez avec les gens, c'est à cause de ces biais-là. Et c'est important de les connaître afin de pouvoir créer un environnement plus équitable et d'être plus inclusif. Et donc, je vais vous donner quelques exemples, parce qu'en général, en design, on utilise ça pour créer des meilleurs environnements et améliorer l'expérience des utilisateurs. Mais on peut aussi utiliser ces connaissances sur les biais cognitifs et sur les biais inconscients d'une façon un peu plus douteuse. C'est le côté obscur de la force, si vous voulez. Donc, on va regarder l'exemple ici. Sur Amazon, par exemple, ils ne sont pas les seuls à faire ça. Si vous achetez des choses et vous mettez dans votre panier, au moment où vous allez partir, acheter, voilà. Je ne sais plus comment on dit en français. Enfin, bon, bref, get started. On a envie d'appuyer. Voilà, on a envie d'appuyer sur le gros bouton orange, tout simplement parce qu'on s'imagine que c'est comme ça qu'on va pouvoir payer. Mais en fait, si on appuie sur ce gros bouton orange, on va souscrire à Amazon Prime. Donc, normalement, il faut appuyer sur le petit lien qui est à gauche et qu'on ne voit pas bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des dark patterns. Un dark pattern, c'est quand on va changer l'environnement de façon à manipuler les gens à faire certaines choses, mais qui sont contre leur intérêt. Du design, c'est toujours de la manipulation dans un sens, parce qu'on va toujours encourager certains comportements et en éviter d'autres. Mais c'est du dark pattern quand cette manipulation, et c'est pas un win-win, c'est pas gagnant-gagnant pour tout le monde, mais on essaye de piéger les gens pour leur faire payer plus ou pour leur faire souscrire à quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Donc, l'exemple après, c'est l'exemple de World of Warcraft. On pourrait penser que c'est de la manipulation pour vous éviter de détruire, enfin de supprimer un personnage, parce que quand vous essayez de supprimer un personnage, non seulement il vous demande de confirmer, êtes-vous sûr de vouloir supprimer le personnage, mais en plus vous devez écrire suppression dans la boîte pour confirmer. Mais ça, ce n'est pas véritablement un dark pattern, c'est plutôt ce qu'on appelle la prévention de l'erreur. Donc, c'est du bon UX, c'est une bonne expérience utilisateur, parce qu'on essaie d'éviter que les utilisateurs suppriment un personnage qu'ils ont mis énormément de temps à développer. Donc, il y a vraiment une zone d'ombre entre est-ce que c'est du dark pattern, est-ce que c'est du bon UX, et ce n'est pas tellement dans le design lui-même que ça peut être un dark pattern ou pas, c'est dans l'intention qui est derrière. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Là, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, c'est ce qu'on appelle opt-in versus opt-out. Donc, si on vous demande, à chaque fois que vous achetez quelque chose, on vous demande à la fin de la page si vous voulez cocher pour participer à la newsletter ou pas. S'il faut cocher pour accéder à la newsletter, c'est ce qu'on appelle opt-in. Donc, vous décidez de faire une action pour accomplir cette chose. Si on vous demande de cocher pour ne pas voir la newsletter, c'est ce qu'on appelle opt-out. Et ça peut être un peu du dark pattern parce que les gens ont tendance à ne pas cocher. Donc, on sait que si on demande aux gens de cocher, il va y avoir moins de gens qui vont cocher par défaut. Donc, quand c'est utilisé pour vous faire souscrire à la newsletter, ça peut être du dark pattern. Mais dans ce cas-là, si on regarde au don d'organes, si on vous demande de cocher pour participer au don d'organes ou de cocher pour ne pas participer au don d'organes, il y a pas mal de pays en Europe, y compris en France, où c'est du opt-out. On doit cocher pour ne pas participer au don d'organes. Mais grâce à ça, ça permet d'obtenir plus 25% de donneurs d'organes. Et bon, ça, on peut comprendre que c'est bien pour la majorité des gens parce que ça permet de sauver des vies. Un autre exemple que je vais vous donner, ça c'est pour faire en sorte qu'un environnement soit plus inclusif. On s'aperçoit que, comme vous le savez, c'est toujours plus compliqué pour les femmes de se faire embaucher dans certains endroits. Et donc on essaie de comprendre, mais comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le taux parce qu'on a des biais inconscients et c'est très compliqué de s'en défaire parce qu'ils sont inconscients. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va designer l'environnement autrement. On fait des auditions à l'aveugle. Par exemple, les orchestres avaient énormément de problèmes. Ils n'avaient pas assez de femmes dans leurs orchestres. Ils se demandaient pourquoi. Et ils ont commencé à faire des auditions de nouveaux musiciens et musiciennes à l'aveugle. Donc il y avait un rideau entre le jury et les candidats. Et à partir du moment où ils ont fait ça, il y a eu plus 30 à 55% de femmes qui ont été embauchées dans les orchestres. Ils ont dû itérer un petit peu parce qu'ils ont dû rajouter un tapis après parce qu'ils entendaient les femmes avec les chaussures. Voilà. Donc il a fallu itérer à ce niveau-là.
Et le dernier exemple que je voulais vous donner de comment on influence les gens dans le design, c'est dans cet aéroport à Amsterdam. Ils essayaient de faire en sorte que les toilettes soient plus propres. Mais bon, peu importe le nombre d'affiches que vous mettez, s'il vous plaît, faites en sorte que les toilettes soient aussi propres quand vous êtes arrivé que quand vous partez. Les gens ne lisent pas, on ne lit pas. C'est pas suffisant pour changer nos comportements. Alors, ce qu'ils ont fait, c'était très malin. Ils ont collé un petit sticker de mouche à côté du drain, à côté de l'évacuation. Et à partir du moment où ils ont fait ça, les hommes, qui apparemment sont très joueurs, se sont mis à viser la mouche. Et donc, ça a réduit de 80% au niveau de l'urine qui était partout. Maintenant, il y a eu au moins 80% de souillage d'urine. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il vous faut penser. Si vous souhaitez que les gens changent leur environnement, changent leur comportement, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut designer l'environnement différemment. Alors après, on peut le faire d'une façon qui va manipuler les gens dans le sens où c'est à l'encontre de leurs intérêts, mais on peut bien sûr le faire, et c'est souhaitable, pour améliorer nos conditions de vie, faire en sorte qu'on soit dans une société plus équitable et qu'on ait tous une meilleure vie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que même si c'était à distance, c'était pas compliqué à suivre. Non, c'était très bien. Merci Célia. Effectivement, on sera peut-être plus vigilant. Vous l'avez vu en fin de slide, il y a le livre de Célia. Il va bientôt être traduit en français. Donc, affaire à suivre si vous êtes passionné par le sujet.